Alors, au revoir, du coup, je fais ça à l'envers. Je m'appelle Émilie Satt, je fais partie d'un duo de musique qui s'appelle Madame Monsieur. On fait de la chanson pop en français, on raconte des histoires dans nos chansons, et on a raconté notamment l'histoire de la petite fille qui s'appelle Merci, qui est devenue la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018. Et c'est cette histoire-là qui est racontée à travers le podcast Nude de Julie, plus en détail. Voilà, on vient de sortir un album qui s'appelle Emmêler nos solitudes. Et voilà, il faut l'écouter sur toutes les bonnes plateformes. Et Émilie est la seule personne qui dit nude. Ah oui, c'est vrai, il faut pas. Ça me fait... Non, mais on dit comme on veut. Oui. Bon, tu peux. À l'anglaise? Moi, je prononce à l'anglaise, nude. Nude, tu dis nude. Mais on fait comme on veut. Mais ça m'amuse. Alors, bonsoir. Non, au revoir, pardon. Donc, Julie Marceline Pujol. Je suis journaliste, réalisatrice de reportages, documentaires pour la télé et créatrice de Nude Podcast. Et je suis aussi maman, belle maman, voilà, et curieuse, en fait. C'est pour ça que je fais ce métier. Donc, je suis heureuse que des gens écoutent ces histoires que j'aime raconter. Et merci beaucoup de mettre en lumière cette histoire-là. Et bravo pour Podcast Magazine aussi. Parce que c'est un super projet. Podcast Magazine. On est dans les studio podcast de Sonacom à Neuilly, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Et on les remercie vraiment parce que d'abord, ce sont des super studios. On va en profiter d'ailleurs pour faire des photos après, parce qu'on va sortir dans le magazine numéro 3 l'interview d'aujourd'hui, mais surtout aussi des lieux pour enregistrer ces podcasts. Et je sais que de plus en plus de podcasteurs cherchent des lieux pour enregistrer un peu partout en France. Et à Neuilly, il y a Studio Podcast de Sonacom, et ce sont de très beaux studios pour ceux qui veulent enregistrer ou produire leur podcast avec une régie, des caméras qu'on n'utilise pas aujourd'hui, vous inquiétez pas. Ça vous fait peur, les caméras? Bah non, on s'était mis sur notre 31 exprès, prête, ouais. donc on est déçus. Non, je rigole. Non. Donc des studios que vous pouvez bien entendu louer selon votre projet, si vous le désirez, si vous habitez ou passez à Paris, parce qu'il faut quand même être un peu à Paris ici, ou à Neuilly. Dans chaque numéro de Podcast Magazine, on met en place un petit déjeuner. D'habitude. Alors on va pas mentir quand même, hein. On n'est pas au petit déjeuner. Non, on n'est pas au petit déjeuner, c'est pas un petit déjeuner, mais plutôt un goûter qu'on a organisé avec un café, un peu d'eau fraîche, parce qu'il fait chaud à Paris. Julie Marceline, c'est Julie Marceline ou c'est Julie? Alors, mon vrai nom, c'est Julie, mais en fait, Marceline, c'est un pseudo que j'ai ajouté parce qu'il y a des Julie Pujol, en fait, il y en a plusieurs. Et donc, on me confond souvent avec d'autres Julie Pujol. Et donc, voilà. Donc, tu as ajouté Marceline. J'ai ajouté Marceline. C'est même pas le prénom de ta grand-mère ou... Alors, ça devait être mon troisième prénom. Finalement, c'était... voilà, mon père l'a pas déclaré à la mairie. Et après, c'était mon pseudo, en fait, dans mon groupe de rock, Marceline. Et donc, voilà, je l'ai remis, en fait, dans mon nom de journaliste. Voilà. Ça va revenir, le groupe de rock. Elle chante très bien, Julie. Ah, on va en savoir un peu plus. Donc, Julie Marceline et Émilie sont avec moi pour passer, j'ai tendance à dire, un moment unique. J'ai tendance à le dire d'abord parce que je le pense vraiment. Donc, il devait y avoir une troisième personne avec nous. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui est toujours avec moi normalement et qui là n'est pas avec moi. C'est assez rare. C'est Jean-Carl, ma moitié du duo de musique Madame Monsieur. Donc Madame est sans Monsieur aujourd'hui. C'est vrai que c'est un phénomène assez rare. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et les moments où on est l'un sans l'autre sont peu courants, on va dire. Je t'avais dit que ça allait être unique. Donc, ouais, voilà. J'en profite un peu aussi. Donc on en parlera bien sûr plus tard de Jean-Carl. Mais avant ça, on va essayer de découvrir beaucoup de choses sur vous deux. Puisque si vous êtes là toutes les deux, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est quoi la raison? Alors je ne vais pas vous le cacher, allez, c'est un entretien auquel je tiens dans chaque numéro, qui est un peu le papier principal de Podcast Magazine. Et il revêt un manteau un peu spécial car c'est plus un coup de cœur
qu'autre chose, notamment parce que il m'est rarement arrivé de pleurer en écoutant un podcast. Ah oui. Bien joué, Julie. Julie puis- Marceline, bien joué. Ouais. Et puis on enchaîne les épisodes les uns derrière les autres, tellement l'histoire est touchante. On va pas en dire plus pour le moment. La rencontre. Entre Julie Qui et... a parlé à qui en premier? Entre nous deux Qui a parlé à qui en premier? l'histoire, elle est longue, hein, entre nous, quand même. Oui. En fait, donc ça, je le dis pas dans la série parce que... Mais dis des choses que tu ne dis pas. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas un secret, mais je trouvais que c'était pas forcément intéressant de le dire dans la série. Mais on est amis depuis 15 ans, en Ouais. fait. Voilà. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, je cherchais à un moment donné à recueillir le témoignage d'un migrant, d'un exilé, pour utiliser un mot plus joli. Et voilà, pour Nude, j'ai l'habitude de chercher des témoignages assez rares, voilà, qu'on n'entend pas forcément souvent. Et donc, j'ai cherché un témoignage de migrants et c'était assez compliqué, en fait, comme recherche. Et au même moment, Émilie, tu m'as parlé du fait que tu avais envie à ce moment-là de raconter l'histoire, toute l'histoire. Elle n'a pas Peut-être. répondu à ma question. T'as vu comment elle est C'était quoi ta question? Comment ça s'est fait, non, Non, comment la rencontre? Comment tu as rencontré Ah. la première fois? Ah, Qui a comment parlé on à s'est qui rencontrés? entre Ah. vous Elle est déjà partie dans Toutes les deux? Ouais. Ah d'accord, je croyais comment, qui Ah a oui, parlé ça à qui viendra du après, projet ça. Odyssée de Non, Mars. ça viendra après. Je sais pas, la première fois qu'on s'est vu, ça devait être dans le 18e, certainement, puisqu'on vivait toutes les deux dans Paris Nord. Alors, Mais la première fois qu'on Qui a s'est parlé si je à me qui rappelle, c'était chez Aurore. Ah, C'était une soirée chez une amie commune. ah oui, c'est ça. Ouais. Donc dans le 15e alors. Oui. Une soirée dans le 15e. Et je me rappelle d'une discussion marquante parce que tu m'avais incité à faire de la musique, à continuer dans la musique, je me rappelle déjà à l'époque. Donc c'était chez une amie. Ouais, Ouais. chez une amie. Je pense que à ce moment-là, ça devait être. Je venais peut-être de signer mon premier contrat d'édition ou quelque chose Ouais. comme ça. Et oui, c'est vrai que c'était un truc magique pour moi et j'avais dû te le communiquer un peu, ce truc de dire bah oui, c'est possible. Oui, sachant que moi, j'étais pas du tout dans une démarche pro. Mm. Ça n'a jamais été ça. Moi, c'est juste une passion. Mais tu m'avais dit, en tout cas, c'est possible de faire ses propres morceaux, de composer ses propres morceaux. Mais tu composais déjà à l'époque tes propres Non, morceaux. je faisais des reprises. Ah oui, et tu j'osais faisais. pas faire mes morceaux parce que je joue pas d'instrument. Ouais, mais c'est Voilà. pas nécessaire. Et voilà. Et en fait, elle m'a dit cette phrase dont je me souviens 15 ans plus tard. En fait, t'as pas besoin de savoir jouer un instrument pour composer, pour écrire des textes et les mettre en musique. Le sentiment d'imposteur, mais quand tu sais chanter et donc que tu composes des mélodies à la voix, tu es compositeur, compositrice. Donc- Sache-le, toi qui nous écoutes. Donc c'est toi, Émilie, qui a parlé à... Oh, je sais plus exactement, c'était une Oui, soirée de rappelez-moi. potes. Donc ça s'est fait comme ça. Oui, finalement. voilà. Donc, Et vous toi- avez commencé à parler musique, donc. Bah oui, puisque toi, t'étais à ce moment charnière où tu Oui. venais de signer, donc t'étais hyper heureuse. On a commencé à parler de musique, donc et voilà. Et toi, donc la musique, tu en parlais tout à l'heure. Ben moi, donc c'est juste une Une passion. passion, mais j'en ai fait du coup pendant 10 ou 15 ans dans différents groupes, voilà. Et maintenant, j'en fais plus, mais j'ai mis 2 morceaux dans Nude. Il y a 2 morceaux cachés de moi. De toi? Enfin, c'est des reprises, oui. Voilà, petit clin d'œil. Et ensuite, alors, comment ça s'est enclenché donc tu l'as dit, on va pas le cacher. Donc, Julie Marceline s'occupe d'un podcast qui s'appelle Nude. Mhm. Et donc la rencontre, ça a été parce que tu cherchais quelqu'un de spécifique dans ton podcast. Oui. Et tu savais que... En fait, forcément, je savais. J'avais suivi toute leur aventure, Eurovision, De près, de près. Mais en même temps, on y reviendra peut-être plus tard. Mais à l'époque, je savais pas, comme tous vos amis, je savais pas en fait ce que vous aviez vécu vraiment derrière tout ça. Et c'était un peu un alignement de planète parce que je cherchais un témoignage de migrants ou d'exilés. Et au même moment, toi, tu m'as dit, parce qu'on parlait du podcast, tu m'as dit que tu te sentais peut-être prête à raconter tout ça. Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle que oui, ça devait être ça faisait déjà quelques années, puisque donc, ce fameux Eurovision 2018 auquel on a participé avec la chanson Merci,
qui est Merci, qui est le prénom d'une petite fille qui est née à bord du navire Aquarius, juste après que sa maman a été sauvée de la noyade. Et donc ça nous a inspiré une chanson qui est devenue la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision. Ça, c'était en mai 2018. Et quand toi, tu m'as parlé de cette envie, c'était combien de temps après ? Je pense que c'était 3 ans. 3 ans après. Ouais. Donc voilà, en 3 ans, il s'est passé énormément de choses qu'on n'a absolument pas, j'allais dire médiatisées, mais en tout cas rendu public sur cette histoire qui nous lie à cette petite fille qui est bien réelle et à sa maman qui est bien réelle, elle aussi. Et c'est vrai qu'une fois passé l'Eurovision, nous, on est des personnes relativement secrètes, même si on est obligé de jouer le jeu des réseaux sociaux par notre statut d'artiste pop, sinon on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Mais en tout cas, on ne livre pas tout, on ne dévoile pas tout. Et c'est vrai que tout ce parcours qui a été au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer avec Merci et Tayo, sa maman, il a été très inattendu, plein d'émotions en tout genre. Et ça a vraiment fait partie de notre vie d'une façon intense, parfois lourde. Et c'est vrai que quand Julie m'a posé la question, quand on a discuté, j'ai dit que ça pouvait peut-être nous faire du bien aussi d'enfin parler de tout ce qu'on avait vécu après l'Eurovision, au travers de cette histoire, de leur histoire, et tout ce qu'on avait fait en commun, en fait, que les gens ignorent totalement. Et que tu ignorais aussi. Bah oui, j'ignorais aussi tout ce qui s'était passé dans l'ombre et tout ce qu'ils avaient vécu. Mais du coup, voilà, le projet est devenu un peu différent puisque donc au final, c'est devenu un témoignage à plusieurs voix avec différents points de vue. Et en fait, on découvre le sujet à travers les yeux d'Émilie et Jean-Carl, qui eux-mêmes sont plongés dans ce sujet, en fait. Oui, malgré nous, parce que Ouais. c'est pas du tout un sujet... j'allais dire un truc c'est pas joli, mais c'est pas que c'était un sujet qui nous tenait à cœur, c'était qu'on était, comme je pense la plupart des Français devant leur télé, qui voient des images et qui voient ça un peu de loin, qui se disent « Oh là là, c'est terrible quand même ce qui se passe », et puis voilà, qui passent leur journée. Et nous, ça nous a... Le fait d'écrire cette histoire, d'en faire une chanson, en fait, ça nous a... Parce qu'on a une forme, je pense, d'hyper-empathie, ça nous a forcé à plonger là-dedans et ça nous a fait basculer de l'autre côté. Et je peux pas dire, parce que on dit souvent on n'est pas des artistes engagés, on n'est pas des artistes politiques, mais on s'est engagé profondément dans cette histoire humaine auprès de Merci et sa maman, et avec tout ce que ça comporte de complexité, de soucis, de bonheur. Enfin, c'était vraiment une odyssée. C'est pour ça que d'ailleurs tu l'as appelé comme ça, l'Odyssée de Merci. En général, les podcasts de Nude, c'est pas des séries, en fait, c'est pas plusieurs épisodes. Là, c'était vraiment une sorte de hors-série. Si, en fait, pour chaque saison, chaque début de saison commence par une série. Donc la saison 1, c'était Serial Tinder, sur les applis de rencontre. Et la saison 2, c'est L'envers du fait divers. Donc c'est les confessions d'un journaliste de fait divers. Et pour la saison 3, c'est l'Odyssée de Merci. Et donc, tu savais que tu allais partir sur une série ? Oui, quand même. Je savais qu'il y avait de la matière. Et puis aussi, donc, ce témoignage qui commence avec Émilie et Jean-Carl nous amène à Tayo et Merci qu'on entend à la fin de la série. Donc déjà, forcément, c'est sur plusieurs chapitres. Après, je ne savais pas qu'il y aurait autant d'épisodes, forcément. Voilà. Nous non plus, je dois te dire. Mais c'est ça qui était génial. On a beaucoup réfléchi avant d'accepter. On a beaucoup hésité parce qu'on était pétris de plein de sentiments contradictoires. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on garde ça pour nous jusqu'au bout, parce qu'on a subi beaucoup d'attaques pendant l'Eurovision, autour de l'Eurovision, et très étonnamment des deux bords politiques, à la fois de l'extrême droite, ça on s'y attendait beaucoup, mais aussi de la gauche. On avait un peu des accusations de toutes sortes. D'un seul coup, nous qui faisions juste des chansons, on s'est retrouvés au cœur d'un truc qui nous a un peu dépassés. Et donc on s'est dit, est-ce que le fait de raconter, de rendre public tout ça, est-ce que ça va nous causer du tort ? Parce que Jean-Carl et moi, on est une famille, on a un couple, on a un enfant. Et voilà, de toute façon, se dévoiler, c'est se rendre un peu vulnérable. Donc, on a hésité. Et je pense que c'est parce que c'était Julie, qu'on la connaît depuis 15 ans, qu'on a accepté. Et parce qu'on avait aussi écouté les premiers épisodes, qu'on avait vu le travail de fou que tu fais. Les premiers épisodes de ce qu'elle oui, fait de dans Nude, Nude. de Nude, Ouais. bien sûr.
surtout, ce que j'apprécie moi dans ce podcast-là particulièrement, c'est que on s'en rend pas compte parce que c'est bien fait, mais quand on écoute un épisode de 20 minutes, en fait, derrière, il y a combien d'heures d'enregistrement. C'est un travail méticuleux, c'est ça vient de ton métier, de prise de recul et d'analyse, de montage, du point de vue de la personne qui va entendre ou voir. Et c'est remarquablement bien fait parce qu'à aucun moment tu sens le découpage, tu sens juste que c'est fluide et que chaque partie est intéressante. Chose que parfois je trouve dans les podcasts, on a tendance un peu à se dire bon là, il s'est passé 5 minutes, bon j'ai pas vécu grand chose de fou. Et justement avec Nud, il y a ce truc-là qui va à l'essentiel. On savait qu'on pourrait aussi monter, recouper, qu'on pourrait se confier sans aucun filtre et pouvoir aussi lui demander d'enlever, de rajouter, de rectifier. Ça s'est enregistré chez nous pendant plusieurs jours. Je sais pas combien d'heures t'as enregistré de cette histoire, mais Je sais plus, beaucoup. c'est remarquable. Si tu veux, elle nous a vraiment aussi aidé à y voir clair. C'était un espèce de marasme, nous, sur plusieurs années de notre vie mélangée à ces deux vies nouvelles dans la nôtre. Et moi, d'un point de vue chronologie, je suis assez nulle. Et donc, elle nous a aussi aidé à prendre du recul, à sortir un peu le nez de notre propre histoire et à la regarder comme t'écrirais un journal, et ça te permettrait c'est un peu une thérapie, hein. Ça nous a fait beaucoup de bien, en fait, de raconter cette histoire, de te la donner, finalement. Tu vois ? Bah, ça me touche, mais c'est vrai que le côté thérapie, on me l'a dit. On doit t'en parler souvent, dit ouais. déjà plusieurs fois. C'est fou. C'est quoi les étapes, Julie, pour quand on a un projet comme ça? Alors bon, oui, tu as la gymnastique, tu as déjà fait ça, mais quand tu as un projet, là, on s'adresse dans Podcast Magazine, bien sûr, à tous ceux qui écoutent des podcasts, aux aficionados des podcasts, mais aussi à ceux qui veulent se lancer, et puis aux professionnels qui, pour certains, ne font pas forcément des podcasts, ce qu'on appelle des podcasts d'entretien ou des reportages. C'est plus un reportage qu'un podcast d'entretien, même s'il y a un peu d'entretien, un mélange en fait. Un documentaire. Documentaire. C'est quoi les étapes en fait, si tu avais à expliquer à quelqu'un qui doit raconter une histoire comme ça aussi complexe, parce qu'elle est assez complexe sur une durée assez longue. Comment tu t'y es pris? Comment tu t'y prends? En fait, ce que je pourrais dire peut-être, c'est mettre ça en miroir avec mon travail à côté pour la télé. En fait, je suis journaliste, réalisatrice pour la télé. D'accord. Et en fait, c'est deux façons de travailler complètement différentes. Et c'est ça que m'offre comme possibilité nouvelle le podcast. C'est-à-dire que quand je fais un reportage ou un doc pour la télé, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail en amont. Tout est écrit en amont, alors pas dans le sens où on filme la réalité, mais comme les jours de tournage coûtent cher, etc., on réfléchit vraiment avant à chaque séquence, ce qu'on va raconter, où, comment, etc. Et pour le podcast, du coup, je procède différemment. Et pour moi, c'est une grande liberté. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de préparation. Et c'est vraiment des entretiens fleuves. Après, c'est pas pour autant qu'on parle comme ça sans aucune ligne directrice. Moi, j'essaye d'amener la personne à... Et t'as une trame. Il y a une trame qui se construit au fur et à mesure, parce qu'en fait, en même temps, j'ai déjà en tête mon montage. Je réfléchis déjà au montage. Donc c'est quoi? C'est visuel pour toi le montage? Ou certains ont des images? Toi, tu dis que tu réfléchis au montage? Je saurais pas trop. Je pense que déjà, j'ai en tête les phrases qui vont être clés. Je réfléchis déjà à la chronologie. Ça veut dire que quand tu enregistres, tu prends des notes au fur et à mesure, ou alors c'est surtout à la réécoute après, ou tu vas faire carrément tout le boulot? En fait, c'est vraiment pendant où déjà ça se structure dans ma tête, dans ta tête, à mesure qu'on parle. Et d'ailleurs, des fois, je demande aux gens de reprendre pour des éléments chronologiques, par exemple, ou de la concordance de temps, parce que je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais le raconter derrière. Et puis, voilà, il y a quand même une partie du travail qui consiste à permettre aux gens de guider un peu structurer un peu leur pensée, rebondir pour les amener à développer, surtout aussi essayer de pas... Ce qu'on fait quand on parle souvent naturellement, c'est qu'on ouvre plein de parenthèses, on digresse. Donc là, l'idée, c'est d'essayer vraiment de faire une brique après l'autre, quoi. Mais ça, tu l'écris, tu le construis? C'est en temps réel, pendant la discussion, que je réfléchis déjà à ça. Je sais pas, en fait, c'est un peu intuitif. C'est de la gymnastique super. C'est un super conseil pour les autres. Désolée. Faites-le de manière innée. Oui, mais quand même, je pense que t'es super
alerte, tu es dans une espèce d'état Oui, d'hyper c'est ça. Oui. concentration où tu as C'est pour ça que c'est le épuisant, fil, d'ailleurs. Oui, je vois l'intensité de ton travail pendant l'interview. C'est pas, tu te laisses pas aller à une conversation. Tu sais où tu veux aller, tu nous forces à revenir sur des points, à se reprendre aussi quand a priori ça sera pas clair dans l'énoncé parce que tu as posé une question et qu'on répond sans reprendre l'intitulé. Mais bon, ça reste naturel. Mais tout ça pour dire que tu es extrêmement, extrêmement focus. Tu sais très bien ce que tu pourras faire de la matière que tu vas récupérer en fait. Oui, en partie. Et après, c'est vrai qu'il y a un énorme travail, le plus gros du travail après pendant le montage. Ouais. Donc il y a vraiment tout un dérush. Déjà, je réécoute absolument tout. Ensuite, je classe tout par thème. Alors, tu dérushes, donc on parlera de technique après, et outils, et pour ceux qui connaissent les outils. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, tu dérushes. Techniquement, tu t'y prends comment ? C'est à papier, crayon ou c'est un ordinateur et tu vas... Non, alors effectivement, contrairement à mon boulot en télé, là, il n'y a pas de dérush écrit. Mais par contre, je vais vraiment classer, donc je me fais des petites timelines par thème. Et donc, je classe tout. Et déjà, au moment du dérush, je remets un peu tout dans l'ordre. Donc là, par exemple, elle parle de tel truc, je le remets dans l'ordre chronologique ou... Je structure un petit peu déjà à ce moment-là. Et puis après, une nouvelle passe de restructuration. Après, il y a tout le travail sur vraiment le storytelling, en fait. Voilà. Du coup, je n'ai pas vraiment de conseils, mais du coup, c'est cette liberté, je trouve, qu'offre le podcast parce que je ne me mets pas de limite pendant l'interview et c'est vraiment après que je vais écrire et structurer. D'accord. Donc, vous en aviez parlé avant l'enregistrement, parce que c'est toujours le côté naturel, en fait. Tu connaissais déjà toute l'histoire, ou alors tu voulais justement ne pas la connaître pour pouvoir avoir un maximum de... Vous connaissez les grandes lignes. Après, oui, forcément, on a quand même parlé des grandes lignes, mais on n'a pas tant préparé que ça. Et là aussi, c'est vraiment différent de mon métier. D'habitude, quand je fais un doc image, il y a vraiment énormément de pré-interview. Et après, lors des entretiens, on va un peu redire ce qu'on a déjà dit, même s'il y a des surprises évidemment, mais voilà. Alors que dans le podcast, moi je prépare très peu. Et gros boulot de montage derrière. Oui. Donc tu dis que tu mets sur des timelines, mais tu avais combien d'heures de rush ? Tu devais avoir des heures et des heures. Oui, des dizaines d'heures, je ne sais plus combien. C'est énorme. Et donc tu mets tes timelines, tes thématiques. Et donc, quand tu as un morceau qui va avec, tu viens le mettre dans ta timeline. Tu utilises quoi comme Alors, j'utilise Audacity, qui est le logiciel le plus basique. Et en fait, je sais qu'on devait parler technique plus tard, mais je n'ai jamais trouvé un logiciel qui me permette de structurer ma pensée comme je le fais sur Audacity. J'en ai essayé d'autres, j'ai demandé à des monteurs, des ingé-sons. Personne n'a pu me donner... je ne sais pas si ça existe ou pas, mais j'ai... T'as lu Podcast Magazine ? Oui, alors je ne me rappelle plus d'un passage sur les logiciels de montage. On en parlera plus tard. Donc Audacity, tu fais tes timelines, c'est-à-dire que tu en as combien donc, au total de thématiques que tu... Parce que ça veut dire que tu vas chercher des morceaux, donc tu importes la totalité de tes rushs sur Audacity. Oui, mais par journée de tournage. D'accord. Et puis après, j'essaye de les découper par ce que j'imagine déjà être un peu des épisodes. Après, c'est vrai qu'on a raconté l'histoire de façon chronologique aussi. On a essayé, oui. Heureusement. Oui. Parce que là, si tu te retrouves avec les 7 épisodes mélangés dans une timeline, là, c'est... Donc, et tu triais après chaque épisode, parce qu'on a enregistré pas du tout des jours consécutifs. En plus, c'était un jour par-ci, un jour par-là. Je me rappelle plus sur combien de temps ça s'est étalé. Je sais plus. Mais c'était pas du tout consécutif. C'était peut-être sur un mois ou... Ah, même plus. Plus que ça. Hein. Et à chaque fois, c'était des sessions de 2-3 heures. Donc tu triais parce que tu peux pas t'y prendre en faisant tout ça d'un coup. Tu faisais un peu le tri après chaque... Non, je l'ai fait plus tard. J'ai fait le montage à la fin. Oh. Et donc, oui, après, j'ai tout réécouté bien longtemps après. Donc, tu as réécouté et tu t'es dit, je vais commencer par le premier morceau. Et en fait, le premier morceau, et après, si tu avais des éléments plus tard que tu pouvais utiliser dans
le premier épisode, tu les rajoutais, etc. Bah, c'est vrai, comme on avait essayé d'être chronologique, globalement, ça Oui, c'était quand même il y assez avait pas- dessiné, quoi. J'avais Ouais, c'est déjà ça. un peu les grosses parties, mais après, vraiment, au sein de chaque partie, il y a quand même déjà beaucoup de Rubik's Cube. Mais c'est toi qui fais tout. Oui, c'est moi qui fais tout. Alors, je travaille avec Alice Krief qui s'occupe de me trouver des super musiques et de me les caler parce que elle a vraiment compris à quel point j'aime bien jouer aussi sur les effets de narration avec la musique. Donc ça m'aide beaucoup. Elle a vraiment maintenant la patte qui me plaît et elle s'occupe du mix aussi. Vraiment, ça m'aide sur la partie finale. Et Donc elle a juste les les volumes. Ouais. et derrière les illustrations musicales et Oui, moi je lui donne des indications sur les musiques, à quel moment je les veux. Et donc la pauvre, je lui fais des indications avec des trucs, des indications fleuves pour dire là, je voudrais une musique un peu dans cette intention, mais avec sur tel mot, ce serait bien d'avoir une rupture. Voilà, puis après une autre émotion. Et elle arrive à trouver ce que je veux. et tu sais où elle trouve? Non. Je sais qu'elle a, elle a une banque de musique libre de droit. Je sais plus laquelle. Parce que moi, au début, je le faisais seule. Jusqu'au milieu de la saison 2, je faisais tout ça moi-même. Et j'avais récupéré des musiques sur YouTube, musique libre. On n'a pas le droit de citer des... Si, tu as le droit de citer, mais c'est en fait Non, parce que c'était des musiques libres de droit. dans le cadre de YouTube. Oui. Il y a des gens... Non, c'est pas possible. Non, il y a des playlists de gens qui mettent à dispo des musiques libres de droit sur YouTube. Hein. Ouais. Je dis pas de bêtises. Moi, je fais attention à ça. Ouais. Ah oui, non, mais c'est toujours le problème. En général, quand c'est des libres de droit sur YouTube, c'est uniquement sur YouTube. Mais ça, Ah, c'est un autre. oula. Oui, mais Bon, on coupera au montage. non, pas du tout, pas du tout. C'est donc oui, donc tu utilisais ça et puis maintenant c'est une vraie musique, une vraie. Oui, je pense librairie qu'elle a un musicale. abonnement qui lui permet d'avoir accès officiellement à ses musiques. Plus tes musiques à toi. Oui, moi c'était juste un clin d'œil. Il y en a deux. Ah, je suis désolée. Non, c'est le téléphone de Julie qui sonne. Parce que comme j'ai Mais mis bien sur sûr, ne pas vas-y. déranger. Je suis désolée. Bien sûr, vas-y. Émilie, toi, tu as suivi un peu tout ça ou pas du tout, le côté montage? Ah non, j'ai pas Elle t'a suivi. rien fait écouter. Tu as écouté. À quel moment t'as écouté les premiers épisodes? On a écouté les épisodes, je crois, 2 par 2 quand elle avait fini de les faire. Elle ne les a pas tous fait écouter d'un coup, parce que elle travaillait épisode par épisode. Et c'était vraiment longtemps après qu'on ait fini d'enregistrer. Donc c'était redécouvrir notre propre histoire. Et alors, ça fait quoi? On avait un grand trac, on avait peur on avait peur de plein de choses, on avait plein de peurs en fait. Peur d'avoir dit des bêtises, peur d'en avoir trop dit, D'avoir des représailles? peur de mal. Plus que les représailles, on avait peur de trahir cette histoire qui est très belle, très intense et qu'on a vécue de façon personnelle. Et donc la partager, on avait juste peur, je pense, de ne pas utiliser les bons mots, que les gens de la trahir un peu, cette histoire en fait, en la racontant de travers, quoi, simplement. Et non, ça nous a soulagés tout de suite quand on a entendu les premiers épisodes. On s'est dit, c'est bon, c'est vraiment ce qu'on avait dans le cœur qu'elle a réussi à monter et donc à montrer. Nous, on n'aurait pas su le faire sans ça, je pense. Vous avez demandé à faire des ajouts, des retouches, ou alors ça a été no comment? Je me souviens plus. Je pense qu'il y en a eu très peu. Il y a peut-être eu... Des conseils, en fait, plutôt de dire, tiens, si t'as envie de ouais, faire ça. ou peut-être une ou deux mini-phrases qui nous plaisaient pas, mais sinon, globalement, non, c'était très fidèle à ce qu'on avait dans le cœur. Le temps que Julie revienne du coup de téléphone avec sa maman, Émilie et le podcast, c'est quoi? C'est une histoire ou c'est pas d'histoire? C'est une histoire récente. Ouais, je m'y suis mise assez tard et j'ai des obsessions maintenant. Je suis très monomaniaque d'une manière générale et j'adore toute la série de transferts qui sont en fait, ça me fascine parce que c'est comme ça que je fais des chansons moi-même, c'est en écoutant, c'est un peu du voyeurisme, c'est en écoutant les histoires des autres, en chopant des histoires de vie dans des faits divers, sur Twitter comme ça a été le cas pour Merci.
la plupart de nos chansons parlent des autres. C'est comme un auteur ou un réalisateur irait piocher dans la vie pour écrire des histoires. Nous, c'est comme ça qu'on fait des chansons. Donc, c'est vrai que quand j'écoute Transfert, surtout quand je suis en voiture, ça a été la révélation, parce que souvent en voiture, je m'ennuie. Et moi qui suis musicienne, j'ai du mal à écouter de la musique en voiture. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me déplaît. Donc, soit je mets France Info. Ah oui. Et au bout d'un moment, France Info, sur 2 heures, ça tourne un peu en rond. France Info, France Inter. Mais les podcasts de Transfert, ils m'ont embarqué, quoi. Je les adore. Je suis capable de réécouter 2 fois un épisode juste pour le faire écouter à mon mec, pour lui dire écoute, cette histoire, elle est incroyable, c'est génial. Et parce que je me projette, en fait, dans cette, je pense, empathie que j'ai, que je me prends d'affection pour chacun des personnages. C'est fascinant. La vie dépasse la fiction, et le podcast, on s'en rend compte très fort, je trouve. Donc tu dis récent, ça veut dire Pardon ? récent, ça il n'est fait... pas récente, le podcast, ça veut dire que tu n'écoutais pas de podcast Ça doit faire peut-être 2 ans que je m'y suis mise. Donc l'histoire du podcast, elle a quoi ? Elle a peut-être une dizaine d'années maintenant, non ? L'histoire du podcast Ouais, un peu plus que ça, une vingtaine d'années. Ah, une vingtaine d'années, oui. Ah oui, ça existe depuis 20 ans. Arte Mais Radio pas des podcasts natifs comme ça. Arte Radio a été... alors pardon, Arte, je n'étais pas au courant. Un petit coucou à Sylvain Gire, a fêté ses 20 ans, donc oui, ils ont commencé longtemps. Mais c'est vrai que ça s'est démocratisé il y a, oui, voilà, c'est ça. 7 ans, on va dire. C'est un peu ça. Julie nous a rejoints. Ça va ? En fait, ma maman a pas pris les bonnes clés, donc elle est à la porte avec mon fils. Et du coup... C'est embêtant. Oui, donc elle va passer récupérer les clés. D'accord. Ça pose pas de problème. Non, mais je te demandais tout à l'heure s'il y avait un montage justement pour les aléas comme ça. Donc je sais pas si tu pourras justement, couper ce passage. Non, au contraire. Vous allez entendre mon bébé hurler. C'est génial, mais on peut même le faire participer si tu veux. Oui, je suis pas sûre qu'il coopère. 1 an et demi. Ah oui, il a très faim, du coup il est pas content d'être à la porte, je pense. Voilà, mais c'est pas grave, tout va bien. On parlait du... t'étais enceinte d'ailleurs quand t'as enregistré notre podcast. Oui, t'es enceinte quand on racontait l'histoire de cette maman elle-même enceinte qui prend un bateau minuscule pour traverser la Méditerranée. C'est vrai que c'était étonnant comme situation. Et toi, tu racontes une période où tu étais toi-même enceinte quand tu cherchais Merci et Taïwo. Oui. Alors, on va pas raconter toute l'histoire, mais il y a plein de choses avant ce bateau qu'on vous invite vraiment à aller découvrir sur ce podcast. On parlait du côté montage derrière. Il y a eu beaucoup de retouches une fois qu'on en parlait avec Émilie, le fait que tu leur as fait écouter les deux premiers épisodes. Derrière, vous avez retravaillé un peu. Alors, faut dire quand même que d'habitude, ça, je le fais jamais. Comme les journalistes font pas relire leur papier. Oui, c'est ça, je ne fais jamais revoir. On me pose souvent la question, est-ce qu'on va voir le reportage avant ? Je réponds toujours non. Malheureusement, c'est pas possible, ce serait pas gérable. Donc c'est vrai que là, je l'ai fait exceptionnellement. Pour différentes raisons, mais il savait que le but, c'était pas du tout de me dire j'aimerais bien que tu modifies ça, qu'on reprenne ça. Enfin, c'était des détails. Oui, et puis je pense vous rassurer. Pour nous rassurer, c'est ce que je te disais. On a vite vu que c'était très fidèle à ce qu'on avait ressenti pendant toutes ces années. Donc, on se trahissait pas, on trahissait pas l'histoire. Voilà. Donc, exceptionnellement, j'avais dit qu'effectivement, on pouvait enlever certaines choses. Mais presque rien fait, je crois. Non, je crois pas. Donc, tu as écouté les 2 premiers épisodes et puis après les autres. Après, c'était 2 par 2, globalement, je crois, que tu nous les envoyais. Je sais plus. Ouais. Je sais plus. Mais pas beaucoup de retouches, en fait. Ah non, parce que moi, dans mon métier, je travaille pas comme ça. C'est pas une commande, donc je retouche pas derrière. Encore une fois, là, c'est vraiment parce que c'est particulier, mais je retouche pas. Non, les gens, s'ils me font confiance, ils se livrent et après... Non, ce qu'ils peuvent te dire, à la limite, c'est pendant l'entretien. Oui. Ça, je regrette de l'avoir dit, j'aimerais que ça y figure pas, peut-être. Alors oui, effectivement, moi je dis toujours, on n'est pas en direct, donc après, vous pouvez me dire si y a quelque chose que vous voulez pas mettre ou que vous voulez que moi que je le raconte autrement parce qu'on m'entend parfois un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait un lien de confiance, ça c'est important. Mais par contre, je leur dis toujours, le rapport de confiance, c'est aussi que vous me faites confiance pour restituer votre histoire de la façon la plus fidèle possible.
Et vous découvrez en même temps que les auditeurs le résultat. Alors, comment on finance un projet comme ça ? Alors, moi, je travaille avec Acast pour leur régie publicitaire. Après, Tu travailles pour Acast ? non, je travaille avec Acast. Ah oui, c'est-à-dire que tu utilises pas pour Acast. Oui, Acast. Parce que Nude, c'est ton podcast. Oui, c'est mon podcast, 100% indépendant. Mhm. Et donc, Acast me diffuse sur toutes les plateformes et me Rémunère. Non, c'est pas Acast qui me rémunère, mais je travaille avec la régie pub d'Acast. Donc en fait, voilà, donc c'est de la publicité sur les épisodes. Après, Nude aujourd'hui, c'est pas rentable dans la mesure où je sors plus assez d'épisodes. On y reviendra peut-être. En fait, moi, j'ai sorti Nude à un moment où je travaillais beaucoup moins, voire plus du tout, puisque c'était pendant le confinement et toute la période qui a suivi. Donc, dans ma profession, comme beaucoup d'autres, il y a eu un arrêt quasiment total. Et en plus, j'étais pas encore maman, j'avais mon beau-fils, mais j'étais pas maman. Et donc, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler des mois et des mois sans me rémunérer. Donc, j'avais le chômage, heureusement. Mhm. Et après, j'avais un début de modèle économique parce qu'au moment où je sortais beaucoup d'épisodes, où j'ai eu un peu de visibilité, à un moment donné, je frôlais les 50 000 écoutes par mois. Du coup, ça commençait à devenir un modèle possible. Et puis après, j'ai repris le boulot, je suis devenue maman. Et du coup, aujourd'hui, malheureusement, j'ai un rythme de publication qui est très, très ralenti. Donc, c'est pas finançable. Donc, pour l'instant, le but, c'est que Nude continue à vivre. Et puis après, on verra. Vivement le prochain Covid, quoi. Oui, pour ça, oui. Il y a plein de gens qui disent ça, à plein de niveaux. Ouais, c'est vrai que ça a fait émerger des possibilités nouvelles. Bah, oui, carrément. Alors, on va parler un peu de l'équipe et le matériel. L'équipe, donc, c'est toi qui fais tout. Alors, tu as un peu d'aide quand même pour le mixage et l'ajustement des musiques. Oui. Le matériel, tu utilises quoi, en fait, comme matériel ? C'est du matériel à toi ? Oui, en fait, j'utilise mes anciens micro-chants et justement, et le Zoom que j'avais à l'époque où j'ai bossé pour Media Meeting, en fait, avant l'époque podcast. Donc, à côté du journalisme, j'ai fait aussi de la création de contenu. Et donc, j'avais mon Zoom, je pense que c'est un H4, ça devait être déjà un H4 à l'époque. Et donc, j'ai gardé le même matériel, j'ai juste acheté des pieds de micro et des anti-pop, et c'est tout. Voilà. Voilà comment on fait un podcast. Il fallait pas grand-chose. Ça vous a pas donné envie de lancer un podcast, Émilie ? Si, c'est tentant, surtout que on se dit que c'est possible, en fait. Après, l'important, c'est... Enfin, j'aurais plein d'idées, de sujets, ou de choses comme ça. Après, c'est un vrai boulot, quoi. Et c'est ce que dit Julie. Elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait, dans sa méthode et dans le rendu qu'elle veut donner. Je pense que j'imagine qu'il y a plein de façons de faire des podcasts. Je connais plein de gens qui font des podcasts, qui posent leur micro, qui font une interview fleuve et ça leur fait un podcast. Tout dépend de la façon, du rendu qu'on veut avoir. Je sais pas, je te tiendrai au courant. Mais c'est sûr que c'est intéressant, c'est très tentant. Moi, je suis assez fascinée, par exemple, par les personnes âgées. Je crois avoir vu passer ça, que ça existe déjà des interviews de conversation avec des personnes âgées qui ont plein de choses incroyables à raconter. Je suis assez fascinée par les vieux en général, les vieux et les enfants. Donc, ça pourrait être un truc, pourquoi pas. Mais il y a certainement déjà beaucoup de gens qui le font très bien. Mais c'est vrai aussi que si on passe son temps à se dire l'idée que j'ai, elle est bonne, mais quelqu'un l'a déjà faite, on fait jamais rien parce que évidemment non, mais ça, voilà. Il faut se lancer, hein. On a tous son angle, sa façon de faire, de raconter. Donc voilà, écoute, on verra. Je te préviendrai si je fais un podcast. Ah, mais j'espère quand même, hein, si tu lances un podcast, enfin si vous lancez un podcast, parce que on en parlait tout à l'heure avant de démarrer, c'est un moyen d'expression qui est assez intime en fait, et vous avez une communauté assez importante déjà.
Vous avez jamais eu de demande de votre communauté Vous avez beaucoup d'échanges avec votre communauté? Ou alors tu me disais que toi, vous essayez vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais vous êtes quand même assez... On a beaucoup d'échanges avec notre public via les réseaux sociaux. En fait, c'est vrai qu'en y pensant, il y a quelque chose que je fais depuis la sortie de notre dernier album qui a 2 mois, qui s'appelle Emmêler nos solitudes, et où on a fait notre album bien sûr, mais on a accompagné l'album d'un livret de 80 pages où on écrit des lettres, Jean-Carl et moi, où en fait c'est un peu des lettres à cœur ouvert sur notre intimité, nos sentiments, choses qu'on ne faisait pas du tout avant. Et on a pris beaucoup de plaisir à rédiger ces lettres. Et pour l'instant, à partir de ces lettres, j'ai fait 3... J'appellerais peut-être ça des épisodes. En fait, c'est des épisodes de 5 minutes de montage d'images que je glane à droite à gauche. J'aime beaucoup faire des photos aussi. Et donc, c'est des images, des mini-images vidéo avec ma voix off par-dessus et une petite voix chantée derrière. Et où, en fait, c'est ma voix pendant 5 minutes sur un sujet qui me touche. Et donc, je sais pas si ça pourrait s'apparenter à un podcast, mais c'est un truc qui s'écoute. Je sais pas trop comment ça pourrait s'appeler. Tu les as entendus, peut-être? Ouais, c'est magnifique. Ben, je sais pas, tu vois, si ça pourrait être... je sais que mon producteur m'en avait parlé, il avait dit que ce serait bien peut-être de transformer ça juste en audio, en podcast. Mais je sais pas, c'est pas la démarche pour l'instant, mais j'aime bien cet exercice de liberté, de ne pas avoir de contraintes de temps. Au départ, on m'a dit, mais non, mais 5 minutes, c'est beaucoup trop long. Personne va regarder une vidéo de 5 minutes sur Instagram ou sur TikTok. En fait, si, les gens les regardent en entier et ils adorent et ça leur fait du bien que ce soit long. Donc c'est marrant, cette époque où on veut du format très court et en même temps, on adore les podcasts. Je trouve ça intéressant. Ça raconte plein de choses de notre époque, quoi. Cette espèce de contradiction entre consommer beaucoup très vite et se lasser extrêmement vite et en même temps prendre le temps d'écouter des histoires de gens pendant plusieurs heures parfois. Ça montre le pouvoir de la voix aussi, parce qu'une voix peut nous captiver pendant très longtemps. C'est fascinant, quoi. Peut nous énerver aussi parfois. Oui. On en parlera tout à l'heure de ceux qui vous énervent. Ah. Les retours après ce podcast de chacune d'entre vous, peut-être Émilie d'abord, puisqu'on parlait de communauté, tes fans. C'était quoi le retour que t'as eu? Beaucoup, pas beaucoup, peu. Enfin, On a eu pas mal de retours. En fait, on en a eu moins que je pensais. C'est marrant parce qu'autour de toute cette histoire, autour de Merci, autour de sa maman, on s'est mis énormément de pression avec Jean-Carl et on avait toujours très peur de la question en interview, que devient Merci? Que devient la maman de Merci? Et on disait, mais bon sang, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire, sachant qu'on voulait garder toute cette histoire secrète parce qu'il y avait plein de processus en cours. On l'entend dans le podcast. Enfin, c'est très compliqué la situation d'un migrant, même pas en France, mais en Europe, parce que le périple a été long à travers plusieurs pays. Et juridiquement, en fait, on marchait sur des œufs tout le temps et on avait très peur de cette question. Et on avait peur aussi de passer pour des gens qui s'en foutent en fait de ce qu'elles sont devenues en répondant aux journalistes. Elles vont bien, tout va bien, on est en contact et basta. Alors qu'en fait, derrière, on avait une montagne d'émotions, de situations à gérer, etc. Et donc, on s'attendait à peut-être plus un raz-de-marée de « Ah, c'est génial d'avoir des nouvelles, de savoir tout ça ». Et en fait, Jean-Carl, qui a plus de distance avec toute cette histoire que moi, m'avait dit « Mais tu te rends pas compte, en fait, les gens s'en foutent. Ils te demandent des nouvelles de Merci quand tu vas faire une télé ou une radio. Et comment va la petite Merci ?» Et puis pendant que tu es en train de répondre, ils sont déjà en train de penser à la question qu'ils vont te poser après. Finalement, ils s'en foutent, ils posent la question pour la forme. Là où nous, on se mettait une pression, surtout moi, de fou, de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir leur donner des nouvelles sans trop en dire et sans passer pour des gens qui en ont rien à péter en fait, quoi. Donc c'était vraiment je pense que je me suis beaucoup trop pris la tête et donc pour répondre à ta question, je m'attendais à avoir des retours beaucoup plus importants, mais les retours qu'on a eus par contre étaient extrêmement touchés, profonds, sincères. T'as vraiment deux catégories de gens, quoi. Ceux qui ont écouté, qui ont été bouleversés, qui ont découvert tout ça, qui ont été très émus. On a eu pas mal de témoignages aussi de gens qui avaient eux-mêmes
à leur manière, aider aussi des situations comme celle de Merci, qui s'étaient liées avec des gens dans la même situation. Des retours positifs, des retours négatifs, c'est aussi une grosse leçon de toute cette histoire. Mais voilà, en tout cas... C'est-à-dire négatif ? C'est très compliqué. Il faudrait des heures pour parler de tout ça, mais le podcast de Julie s'arrête avant qu'on ait la décision de l'OFPRA, de savoir si Merci et sa maman pouvaient rester en France ou pas, avant le jugement, parce qu'on... vous écouterez le podcast, mais en gros, on a travaillé pendant longtemps après toute une histoire rocambolesque à faire en sorte qu'elle soit en France et qu'ensuite elle puisse rester en France. Et bref, quand on met un doigt dans le droit d'asile, en fait, on se dit que non, c'est pas du tout facile d'arriver en France et de rester en France. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup que tu faisais on parlait de la polémique. Non, alors on va expliquer quand même. Je me suis perdue dans mon explication. On va expliquer la polémique qui a eu un peu, puisque l'histoire on l'a pas racontée, on va quand même. Ah oui, tu me demandais pourquoi négatif, oui c'est ça. Voilà, pourquoi négatif. Si tu veux répondre sur le côté négatif, on va déjà parler de la polémique c'était en fait l'histoire est partie de cette photo qui, pour certains journalistes, ont imaginé que tu utilisais cette photo et qu'ils ne savaient pas si tu avais des nouvelles de cette petite fille et vous expliquer un peu tout ce process que vous aviez entamé vous de votre côté mais que vous ne pouviez pas révéler parce que vous étiez dans une situation de recherche encore et que si ça partait de manière dans le grand public, eh bien ça pouvait mettre en péril la recherche de Merci, mais c'est quelque chose que vous aviez entamé depuis le début en fait. Oui. Sans même avoir été sélectionné pour l'Eurovision. Oui. Et il y a eu une polémique autour de ça où on vous a un peu... Enfin, certains médias vous ont... On le voit très peu sur Internet. Non, il n'y a pas eu une polémique autour des médias. C'est plus qu'on a eu à cœur de faire les choses du mieux possible, pas pour nous ni pour les médias, mais pour cette petite fille et sa maman, qui étaient, quand elles ont débarqué en Italie, qui ont été parqués dans le plus grand camp pour migrants d'Europe. C'était un endroit dangereux, compliqué, où Merci en plus avait été enregistré en tant que garçon, donc tout était plus compliqué. Et en fait, déjà, on a mis énormément de temps à les géolocaliser, parce qu'on voulait quand même savoir s'ils étaient en vie, si elles allaient bien, parce que quand on a découvert ce tweet et qu'on a fait cette chanson, après on s'est retrouvés comme ça, comme deux cons, en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette histoire, ça nous dépasse, et en même temps on a fait une chanson. Moi, j'ai quand même envie de savoir si ces personnes-là, elles sont en vie, où est-ce qu'elles sont, comment elles vont, si on peut faire quelque chose pour elles. Donc, il y a eu un long processus. On s'est rapproché d'SOS Méditerranée, dont le bateau avait sauvé Merci et sa maman, qui nous ont dit, mais nous, notre travail s'arrête au sauvetage des vies, c'est-à-dire qu'on débarque les gens à terre, mais après, c'est plus entre nos mains, c'est dans les mains des autorités. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que des gens qui sont en train de se noyer ne se noient pas. Et donc, ils n'ont pas de suivi, pas de possibilité de tracer les gens qui débarquent. Merci était né sur l'Aquarius, donc c'est ce symbole-là extrêmement fort qui a fait qu'on a créé cette chanson. Mais on s'est rapproché d'SOS Méditerranée, qui s'est pris d'affection pour nous, qui a adoré la chanson tout de suite, et dont les équipages chantaient la chanson à tue-tête à bord pour se donner du courage dans les mauvais jours. Et en fait, il y a tout un réseau solidaire qui s'est mis en place autour de cette histoire et de Merci et sa maman, avec des gens en Italie, des avocats en Italie. Enfin, il y a eu vraiment toute une toile en fait solidaire qui s'est mise en branle pour retrouver Merci et sa maman. On a fini des mois plus tard par les localiser dans ce fameux camp. Et ça, vous n'en parliez pas. Et ça, on n'en parle pas. Et à ce moment-là, on est vraiment sous le feu des projecteurs. On est tout le temps à la télé, à droite, à gauche, à l'étranger. On parle de cette chanson, on parle de ce bébé. À chaque fois en tremblant, en se disant, mon Dieu, est-ce qu'elle est seulement en vie, en fait ? Et on a fini par les trouver, par pouvoir les contacter. Tout ça, c'est raconté dans le podcast de Julie, bien sûr, mais par pouvoir vraiment établir un lien fort avec elle. Et donc, sur plusieurs années, réussir à les voir, c'est très compliqué parce que notre volonté première, c'était de dire on va les aider à venir en France, mais en fait, on n'est pas chez Disney. Hein. Tout ça, c'est régi par des lois qui sont celles qu'elles sont, et on n'est pas au-dessus des lois. On a fait dans notre pouvoir, ce qui était dans notre pouvoir, on a essayé de le faire de la façon la plus
la plus raisonnable possible. Et donc, on n'en parlait pas, non pas pour ne pas faire de vagues médiatiquement, mais parce que toute cette toile solidaire et experte en la matière nous disait surtout, il ne faut pas révéler l'endroit où elle se trouve, ça serait dangereux. Parce que les raccourcis peuvent être très vite faits entre vous, la télé, là où elles sont, c'est dangereux, on peut demander des rançons. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui d'un seul coup sont devenus énormes et qui ont fait qu'il fallait absolument garder tout ça secret pour leur sécurité, jusqu'à ce qu'enfin on réussisse à les faire venir en France et qu'elles soient vraiment à l'abri, à tout point de vue. Voilà. Et donc, pardon, c'est un peu long. Non, mais très bien. Mais au moins, on a expliqué l'histoire parce que c'est. Oui. C'est pour ça qu'il fallait 6 épides. Dans le podcast, il y a énormément de choses à découvrir. C'est un véritable odyssée et le nom est très bien porté. Donc, tu disais à la fin les réactions négatives. Après, tu parles par exemple politiquement. Ouais. Oui, ça c'est pas spécialement après. C'est vrai on s'attendait quand même en faisant une chanson sur ce sujet-là, qui est au final, si on regarde bien, simplement une chanson qui parle d'un miracle, c'est-à-dire un bébé qui naît sur le bateau qui sauve sa maman de la noyade. Et enfin voilà, c'est une chanson qui parle d'un miracle. On s'attendait à avoir des réactions de l'extrême droite, notamment. Évidemment, ça n'a pas manqué. On a été taxés d'être les complices des passeurs, de jouer le jeu de cet appel d'air dont tout le monde parle. Et voilà, même des choses très très graves, comme par exemple quand il y a eu des attentats, ça loupe pas, à chaque fois qu'il y a un attentat, on nous ressort que c'est la petite Merci qui tenait le couteau, qui a tué telle personne, enfin vraiment des choses sympas et puis tout à fait intelligentes. Donc voilà, ça quelque part on s'y attendait. C'est vrai qu'on s'attendait moins à avoir par exemple des critiques de la part de gens plutôt d'une sensibilité de gauche, proches même d'SOS Méditerranée, qui ont pu nous taxer d'opportunisme. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on marchait sur leur plate-bande, en fait, que c'était leur terreau, que c'était leur terrain, et de quel droit on s'emparait, nous, d'un sujet dont on n'avait jamais parlé avant, et on s'était pas déclaré, en fait, avant comme étant sensible à cette cause, donc on n'était pas légitime pour en parler. Alors qu'on trouvait ça, comme SOS Méditerranée, formidable de pouvoir mettre en avant et le travail de ces gens qui sont sur un bateau pour sauver la vie des autres, qui ne tolèrent pas qu'on puisse laisser des gens mourir en mer. Et donc c'était vraiment très étonnant d'être pris en sandwich entre ces deux côtés, ces deux bords politiques. Alors que nous, peut-être que naïvement, nous, on disait, non, on a fait une chanson sur un sujet qui nous a bouleversés, comme on a fait une chanson sur la grossophobie, quand on a fait une chanson sur qui s'appelle Comme une reine, qui était inspirée par le témoignage d'une podcasteuse, justement, qui s'appelle Juliette Katz. Ou quand on fait une chanson sur Tania, une jeune Ukrainienne qui est fan de Madame Monsieur, ou quand on... Enfin voilà, c'est notre terreau, c'est la vie, en fait, en général. Donc, nous, on ne s'est pas posé plus de questions. C'est un peu votre marque de fabrique, et donc, pour vous, c'est naturel. Côté Julie Je suis désolée, je suis en train de régler le problème avec ma maman. Ah oui. Elle ne va pas. Non, mais du coup, elle va pas venir, mais elle m'attend. Elle t'attend, d'accord. Non, mais pas. Enfin, voilà, c'est pas dans la minute, mais je suis en train de trouver une solution pour le. On va bientôt. Non, mais on va bientôt terminer. Ne t'inquiète pas. Au niveau de ta communauté à toi, Julie, quel a été le retour de ces épisodes qui donc étaient toi dans le cadre d'une série, donc tu faisais déjà des épisodes, c'était dans ta 3e série d'épisodes. Tu as aussi une communauté dans ton podcast qui s'attend à voir ce genre d'histoire? C'est vrai que moi j'ai pas un podcast thématique, c'est vraiment un podcast de société où il peut y avoir tout type de sujets qui sont abordés à travers le témoignage. On se met à nu. Enfin, voilà. Nude, c'est le nom vient de là, je suppose. Ça, oui. Et donc, effectivement, les gens s'attendent jamais à avoir tel ou tel sujet, mais en tout cas, à chaque fois, ce qui revient, c'est... on a découvert un nouveau parcours qui touche, qui bouleverse, qui fait réfléchir. Et donc, pour l'Odyssée de Merci, j'ai eu des retours... vraiment fort, de gens qui m'ont dit que ça les avait bouleversés souvent et que
aussi, ça les avait éclairés sur un certain vécu. Après, c'est vrai que j'ai eu moins de retours que pour d'autres épisodes. Et je sais pas si... je pense qu'elle a été moins écoutée peut-être cette série que d'autres. Donc je me suis demandé si le thème peut-être de base était un peu moins sexy peut-être que d'autres. Voilà. Moi, je pense que c'est vrai que si on reprend ta première série, c'était sur Tinder, sur et la deuxième, c'était sur les faits divers. Ouais. C'est vrai que là, il y a un truc un peu excitant, un peu de l'ordre de la curiosité, presque du voyeurisme, parfois aussi d'aller écouter des histoires de Tinder des autres. Enfin, il y a un truc un peu curiosité de l'autre, que le sujet un peu lourd de la trajectoire d'un bébé migrant, ça demande plus un effort. Ouais, c'est ça. Que c'est plus un effort qu'un divertissement, à mon avis. C'est ça. Et donc, il faut faire cet effort. Et voilà. Les gens qui l'ont fait, en tout cas, ont été... en ont retiré quelque chose, d'après ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est vrai que, on sent que tout le monde n'a peut-être pas fait la démarche. Après, il y a eu des retours des bénévoles de SOS Méditerranée qui m'ont parlé des retours qui m'ont beaucoup touchée. Voilà. Tu es podcasteuse, tu dois tout faire. La promotion, la communication. Donc, comment tu fais pour tout faire ? C'est vrai que là, encore maintenant, j'ai moins de temps pour tout ça. Donc, mais c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'il y ait des gens comme toi qui s'intéressent à Nude, qui mettent en lumière cette histoire. C'est vrai qu'au début, j'ai pu déployer vraiment beaucoup d'énergie sur la communication, dans toute la phase où j'avais plus de temps pour ça. Et j'ai envoyé des communiqués de presse à l'époque. T'as pas eu de producteurs qui sont venus te voir en disant... On veut produire Nude, rentrer dans une boîte de prod. Non. T'as jamais eu de position. C'est marrant parce que, alors l'image que tu donnes, je vais te donner l'image que tu donnes, parce que moi, je suis comme... D'ailleurs, Émilie, tu écoutais les podcasts de Nude avant... Oui, que tous écoutés. Oui. Tu les avais tous écoutés avant même qu'elle t'ait proposé quoi que ce soit. Je sais plus comment ça s'est passé chronologiquement, mais c'est mon amie, donc quand elle a sorti son podcast, j'ai tout écouté, bien sûr. En fait, moi, j'avais l'image parce que tu travailles pour Slate aussi. Alors non, il y a beaucoup de gens qui pensent que je travaille pour Slate. Tu vois, c'est l'image que ça donne, en fait. Et alors, je ne sais pas d'où ça vient. Si, moi, je sais. Eh ben voilà, explique-nous. Alors, en fait, ça vient de Slate Audio. Donc, c'est une plateforme qui a été lancée par Slate, qui est une plateforme de recommandation, de curation de podcasts. Donc, ils font un super travail pour recommander des podcasts et pour mettre en lumière des podcasts, entre autres indépendants. Pas que, mais voilà. Et donc, c'est Mathilde Mélin qui fait ça et qui, du coup, fait des posts, des playlists avec des podcasts qui sont sélectionnés par Slate Audio. Et du coup, beaucoup de gens pensent que je suis produite par Slate. Alors que Slate Audio... parle des podcasts de Slate, mais aussi des podcasts qui ne sont pas du tout produits par Slate. Voilà. Et donc, c'est l'image qu'on a quand on te voit à l'extérieur, on te dit, tiens, elle travaille pour Slate, et donc elle produit le podcast pour Slate. Non, moi, je suis indépendante. Et donc, par ailleurs, je travaille pour des boîtes de prod, moi, en télé. Je travaille pour des chaînes, M6, TF1, via des boîtes de prod. Et pour le podcast, finalement, ça me va très bien d'être complètement indépendante. C'est une autre manière de travailler. Voilà. L'objet podcast, c'est ça qui vous a fait décider d'y aller, de raconter cette histoire? C'est parce que tu avais écouté du podcast, parce que tu disais c'est peut-être le meilleur moyen de pouvoir raconter cette histoire à tout le monde? C'est le podcast de Julie. C'est justement ce que j'en avais entendu avant. Il y avait plusieurs éléments. Il y avait le format long qui me plaisait dans ce qu'elle nous proposait, parce que c'est pas une histoire qui se raconte en une heure, c'est long, c'est le bordel dans nos têtes aussi, parce que c'est vrai que ça a été tellement intense qu'on a eu du mal à remettre les choses dans l'ordre. Donc il nous fallait quelqu'un qui ait ce recul, ce temps à nous accorder, et c'est ce que Julie nous a proposé, et comme je te dis, on avait entendu ses premières saisons et on les avait trouvées vraiment brillantes, donc ça nous a largement rassurés et convaincus. Puis il y a ce truc aussi qui est sympa, c'est que ça reste en fait le podcast.
Alors, c'est ce que j'allais Ça dire. disparaît pas. C'est quoi. immortel. En Ça, fait. c'est génial, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts qui explosent à des moments, on se demande pourquoi. Et puis le podcast est en évolution en France. On n'est qu'à 14% de personnes qui écoutent des podcasts aujourd'hui, qui sont connectées à Internet. Donc on n'est pas encore dans une reconnaissance de ce podcast natif, même si on en parle de plus en plus. On va terminer par un petit quiz. Alors, Émilie, tu peux répondre aux questions auxquelles tu penses pouvoir répondre. Et Je ne veux Julie... pas écourter la... Non, il n'y a pas de souci, Ça t'inquiète pas. Alors, avant de vous demander de vous présenter, parce que bon, on a compris un peu qui vous étiez, mais je ne vous ai pas demandé de vous présenter puisque je ne supporte pas ça dans les podcasts. Je vais vous demander de participer avec un quiz. C'est ma relation amoureuse avec un podcast. Donc, vous pouvez parler d'un podcast en particulier. Alors, bon, tu en écoutes peut-être pas beaucoup, mais tu répondras ce que tu peux dans les questions. Un podcast en particulier ou un podcast en général. C'est-à-dire que pour chaque réponse, vous avez le droit de citer des podcasts différents si vous le voulez. On va commencer par Julie. Ta première fois avec un podcast. Alors je ne suis pas originale, c'était Transfert, le premier épisode. Mais vous avez copié. C'est pas Émilie, pareil. original. Non, ton vraiment premier podcast où tu dis tiens, ça c'est un podcast. Tu t'en rappelles? J'aurais tendance à dire que c'est pas des podcasts natifs, quoi. C'est réécouter une émission. Donc c'est podcast replay. Oui, voilà. Station de radio. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est pas très sexy, hein, mais c'est ça. Et tu te rappelles lequel? Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ça devait être une émission de France Inter, sûrement. Mais France Inter. ouais. Donc il n'y a pas de nom qui te... Parce qu'on aime bien citer les podcasts. Ouais, non, là, j'ai pas de nom qui me vient. Non, donc en podcast natif, par contre... C'est Transfert aussi. Transfert. Ouais. Bon, mais ça fera deux points pour Transfert. Ce qui t'a séduit chez lui, Julie? En tant que... T'es pas obligé de prendre le même. Hein. Alors, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de parler de Transfert en particulier. C'est-à-dire qu'est-ce qui te séduit dans le podcast? Dans l'écoute d'un Dans podcast. l'écoute d'un podcast. Donc tu peux prendre un autre podcast ou... ce qui me séduit, c'est déjà moi je suis très sensible aux voix. Comme on disait, je trouve qu'une voix ça nous emporte, ça nous captive. Ce que j'aime c'est pouvoir l'écouter n'importe où en faisant autre chose. J'en ai écouté beaucoup en faisant la vaisselle, ma lessive, etc. En marchant dans la rue. Et ce que j'aime c'est de pouvoir entendre des choses que j'entends pas ailleurs, parfois. Et quoi d'autre, la proximité de la voix, ce côté confession. Moi j'adore la radio en fait depuis toujours. Donc le podcast c'est encore une nouvelle façon d'écouter de la radio. C'est de la radio, c'est de la slow radio. Oui, et ce que j'aime beaucoup, moi, tu parlais du fait qu'on peut faire autre chose aussi en écoutant un podcast. Ça, c'est génial. C'est que je trouve que ce qui est de plus précieux dans notre époque, c'est notre temps, en fait. Et j'ai du mal avec... aujourd'hui, par exemple, je regarde pratiquement plus la télé. Je supporte de moins en moins qu'on dispose de mon temps, notamment avec les coupures pub, avec les horaires qui n'en finissent plus pour regarder un film le soir. Enfin, je suis très intolérante au fait que mon temps soit décidé par quelqu'un d'autre. Et donc cette liberté-là, de pouvoir mettre sur play, mettre sur pause, de pouvoir aussi rentabiliser le temps sur toutes ces périodes obligatoires, typiquement le linge, ranger, la vaisselle, des trucs où en fait nos mains sont prises mais notre cerveau il est libre. Et ça, je trouve que c'est une sorte de rentabilisation du temps en fait. Je trouve ça assez cool. Que j'en parlais en voiture aussi par exemple. Ouais. Un trajet, au lieu d'être juste un trajet, ça devient un moment où on peut écouter une histoire. Ouais, les paires d'oreilles n'écoutent plus les mêmes choses de génération en génération. Ces 3 qualités après la séduction. C'est-à-dire qu'une fois que tu aimes un podcast, c'est quoi pour toi les 3 grandes qualités d'un bon podcast natif? Continuer à me surprendre en fait, c'est comme en amour, faut pas se reposer sur ses lauriers, faut avoir des nouvelles propositions, aller chercher des choses qui vont nous bousculer, nous étonner, nous émouvoir, donc voilà, un podcast qui se challenge pour continuer à me séduire. C'était quoi la question déjà? Les 3 qualités pour toi d'un podcast pour que tu continues à l'écouter en fait.
Ouais, qui continue de me surprendre, qui baisse La pas en surprise. qualité, parce que en fait, il y a quand même des questions autour de l'économie du podcast, et il me semble que parfois il y a des podcasts qui baissent en qualité parce que pour être rentable, il faut parfois produire plus vite, et donc c'est ce qui fait aussi des fois que les podcasts que j'aimais vont moins me séduire sur la durée. Donc c'est la promesse qui n'est plus tenue. Oui. Ou voilà, la qualité qui décline, ou si les sujets tournent un peu en rond. Voilà, je pense que... Donc là, tu es dans la question d'après, c'est ce qui te fait larguer un podcast. Ah, alors ça c'est une réponse beaucoup plus facile. Moi, en fait, je suis misophone. Tu es Misophone. Le petit bruit de bouche. Voilà. Donc, je suis phobique des bruits de bouche, notamment. Donc, si en fait j'écoute un podcast où ces bruits n'ont pas été coupés au montage, je zappe immédiatement. Je ne peux pas écouter. Et aussi, je suis très sensible aux voix. Donc, s'il y a une voix que j'aime pas, malheureusement, je peux pas écouter. C'est impossible. Chouette, on fait pas trop de bruit, ça va. Ça va, On essaye de pas faire de bruit de bouche. Non. On essaye. Moi, il y a un truc qui m'énerve et qui me fait quitter un podcast, c'est quand le journaliste, je sais pas si on appelle ça un journaliste en fait, le créateur. Ça dépend s'il est journaliste ou pas. C'est quand je sens un désir d'être plus star que le sujet qu'il veut mettre en avant. T'as une espèce de mode, en fait, où t'as l'impression que tu vas entendre l'interview de quelqu'un, même si elle est montée ou pas, et en fait, où tu te rends compte que la personne qui interviewe, elle veut prendre autant de place que son invité, elle veut donner tellement un ton et une personnalité à son podcast qu'elle prend le dessus, en fait, sur le contenu, sur ce on doit recevoir en tant qu'auditeur. Moi, quand j'écoute un podcast, j'ai pas envie d'entendre... le narcissisme d'un journaliste. J'ai envie qu'on me raconte des histoires, qu'on me débarrasse de cet aspect un peu superficiel qu'on retrouve à la télé, le culte de la personnalité des présentateurs, etc. Et d'être vraiment dans le cœur des gens. Donc toutes les digressions un peu personnelles. Ah bah oui, moi c'est pareil, nanana. En fait, j'ai pas envie de t'écouter, toi. Je suis très contente que tu me proposes ce podcast, mais j'ai pas forcément envie d'entendre ton histoire à toi. Vas-y, balance des noms. Non, je balancerai pas de noms. Mais c'est vrai que ça me fatigue assez vite en fait. Je me dis voilà, c'est une façon de plus de se mettre en avant soi, et ça me gonfle assez vite. Et alors, tu as pas répondu à la première fois, c'est transfert aussi. Qu'est-ce qui t'a séduit Qu'est-ce qui te séduit dans un contenu de podcast natif? Tu en écoutes peut-être d'autres. C'est quoi les choses qui te séduisent vraiment dans le podcast? J'aime quand ça va loin dans le détail des sentiments humains. Ça, j'aime beaucoup. Quand vraiment on a l'impression de rentrer loin dans l'intime, et aussi quand c'est stimulant, tu vois, justement les temps morts ou les moments un peu moins intéressants. Maintenant, encore une fois, par rapport à cette histoire de temps, j'ai pas de problème à zapper si je me dis bon là je suis en train de m'ennuyer, ça m'intéresse pas, ça me touche pas. Et justement dans le transfert, je trouve que les montages sont souvent extrêmement bien conduits, et c'est ce que j'aime aussi dans le tien. C'est ce que j'ai aimé aussi récemment, j'ai écouté la série je crois que c'est Charlotte Pudlowski, ou peut-être Une nuit, et où là vraiment en fait c'est du travail, c'est pas juste appuyer sur on et laisser le micro ouvert, et je crois que c'est ça que je cherche en fait, encore une fois, dans ce truc de se dire je veux de la qualité, je veux que ça me nourrisse en fait, ça me nourrisse mon cerveau ou mon cœur, ou l'un des deux, mais voilà, je veux pas gaspiller ce temps. Très bien. Il y avait un petit jugement ou pas? Non, c'est très bien. Non, moi je voulais des noms, mais tu veux pas donner des noms. Non, ça j'en donne pas. Ma journée sonore. Alors, Podcast Magazine, c'est la ligne éditoriale qui est un peu diverse et variée. C'est que prend la place de l'audio dans vos vies, et comment le podcast natif apporte de la valeur ajoutée. Donc là, on va parler de vos vies tous les jours. À quoi ça ressemble une journée de Julie, une journée sonore? Tu écoutes à quelle heure et quoi en premier? Tu commences par quoi le matin? On parle d'audio, hein. Ça peut être musique, ça peut être... voilà.
En fait, ça a beaucoup changé mon rapport au son depuis que je suis maman et que j'ai beaucoup moins de temps. Donc en fait, j'écoute beaucoup moins de podcasts, mais j'écoute toujours la radio le matin, donc France Inter ou À quelle heure ? ou Matin. France Info. Le matin, dès le réveil. Et avant, j'avais vraiment des podcasts qui rythmaient toute ma journée, sur tous les moments possibles, trajet en métro, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les tâches ménagères, quand je faisais mes courses, quand je me brossais les dents, vraiment tout le temps. Et ça énervait mon compagnon parce que des fois j'avais les écouteurs dans les oreilles. Mais oui, là, depuis quelque temps, j'en écoute beaucoup moins. Donc après, je ne sais pas si c'est un phénomène... peut-être quand on fait un podcast, on en écoute moins aussi. C'est peut-être ça. Alors, ta journée audio, on va continuer la journée, donc pardon. 7h le matin, je ne sais pas si 7h, peut-être plus tôt, ça dépend. Donc, la radio. Ensuite, avec quoi tu écoutes le matin ? Avec mon téléphone. Ton téléphone ? Ouais. Et le haut-parleur du téléphone ? Oui. D'accord. Ensuite, dans ta journée, si tu fais un petit scan de la journée. Après, malheureusement, en ce moment, non, mais vas-y, c'est pas grave, s'il n'y a pas, il n'y a pas. J'écoute de temps en temps des podcasts sur les fameux temps morts dont on parlait, mais honnêtement, dans mes journées actuelles, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'en fait, sur tous ces temps, je suis avec mon bébé à côté, donc en fait, je vais pas mettre un truc dans mes oreilles alors qu'il y a mon bébé, donc je lui parle, c'est normal, ça paraît logique, ce que tu te marres. Oui, ça paraît logique. Non, mais par exemple, alors quand je dis journée sonore, ça peut être de la musique pour ton enfant aussi, hein. Tu vois, c'est... Oui, qu'est-ce qui rentre dans ton oreille et qui est autre chose que de la parole dans la journée ? En fait, cette question, elle est compliquée pour moi parce que l'audio, ça a vraiment eu une place très importante dans ma vie. J'ai vraiment baigné dans la culture radio. Mais en fait, c'était à une autre époque de ma vie, à plein de périodes de ma vie d'ailleurs. J'ai vraiment eu des phases où je trimballais mon poste de radio partout. Parler comme une vieille, mon poste de radio. Et je me couchais, pour faire une référence de vieux aussi, je me couchais le soir avec Doc Eddie Fool et Max et Jenny sous la couette. Ah voilà. oui, bah oui. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Oui. Diffoul est toujours là. Et puis après, il y a eu vraiment au moment de l'essor du podcast, parce que on parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avant d'allumer les micros, mais on disait que ça fait très longtemps en fait que le podcast existe, mais ça fait pas si longtemps que ça que c'est démocratisé. Vraiment, quand ça a commencé à émerger de façon massive, j'en ai écouté vraiment beaucoup, et j'en avais même pas assez pour satisfaire mon envie d'écouter des histoires. Et puis là, ces derniers temps, vraiment, l'audio la place de l'audio s'est réduite ces derniers temps. Donc dans la journée, pas de moment musique, pas d'autres vraiment moments audio dans ta journée. Non, même la musique, c'est vrai que j'en écoute plus beaucoup. Des fois quand je travaille, Sauf quand je lui envoie mes chansons. Voilà, c'est ça, je n'écoute plus qu'Émilie. En fait, c'est compliqué maintenant de trouver des moments pour ça dans ma vie. Je sais pas, je pense qu'avant, c'était lié à un autre rapport au temps. J'avais beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de temps que je pouvais être dans ma bulle. Et maintenant, chaque moment... En fait, je fais plusieurs choses en même temps et j'ai plus cette place pour ça pour l'instant, quoi. Très bien. Et donc le soir, pareil, pas de... Et le soir, si, alors en fait, c'est dans ma salle de bain le soir, c'est mon petit sas, voilà. Donc là, effectivement, j'écoute des fois des morceaux de podcast que je vais mettre la suite le lendemain. Ou dans le métro, de la musique. Mais en fait, tu vois, avant, par exemple, dans le métro, j'écoutais toujours des podcasts ou de la musique, mais surtout des podcasts. Mais maintenant, comme j'ai moins de temps, dans le métro, je fais des mails, je réponds à mes messages, ou sur les trajets à pied, où avant j'écoutais des podcasts, maintenant je passe mes appels. Donc tu vois, même ces moments qu'on appelle un peu moments perdus, maintenant je suis obligée de les rentabiliser avec autre chose. Donc malheureusement, c'est pour ça que... C'est une période de ta vie. Voilà, c'est ça. J'y reviendrai. Émilie, ta journée sonore, à quoi elle ressemble du matin jusqu'au soir ? Alors, j'ai un truc qui me revient quand même par rapport à tout à l'heure, ce qu'on disait. Je crois qu'aussi, un des premiers podcasts que j'ai utilisé... Que tu as écouté ? Que j'ai
écouter. Non, je vais dire utiliser. Utiliser. Je vais dire utiliser. Très bien. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'était il y a 2 ans et demi, quand on était en train de déménager, de quitter Saint-Denis pour aller dans l'Oise et que j'avais un bébé qui avait 6 mois et qu'on était en plein dans les cartons pour la maison et que j'étais toute seule parce que je sais pas où était Jean-Carl au boulot ou quoi, et que je cherchais un moyen pour distraire mon petit pendant que je faisais les cartons et que c'était le bordel pas possible à la maison. Et en fait, j'ai tapé Histoire pour enfants et je suis tombée sur un podcast très mignon qui s'appelle les podcasts d'Auden. Et c'est D'Auden, ouais, Auden, c'est un petit garçon, un vrai petit garçon, qui ça fait plusieurs années qu'il fait ça, donc sa voix a évolué au fil des années, qui raconte à sa façon des livres qu'il a lus pour donner envie aux enfants de lire eux-mêmes ces livres. Donc c'est hyper mignon parce que c'est pas un enfant qui lit une histoire, c'est un petit garçon qui raconte l'histoire avec des petits bruits et puis il essaye de faire. Donc c'est vraiment, il y a le ton de l'enfant. Je pense pas que mon petit comprenait à l'époque, mais je me souviens que ça l'avait saisi et il avait les billes grandes ouvertes, il était dans son transat, et d'entendre la musicalité de la voix d'un enfant qui raconte une histoire de dragon, de machin comme ça, et avec une petite mélodie, un petit jingle qui à force est un peu irritant, j'avoue, parce que c'est quand même assez court les histoires d'Auden, mais c'était chouette, ça me donnait un peu de répit, et puis je voyais bien que lui, le son, et tu parlais de la voix tout à l'heure, ça l'interpellait, je voyais qu'il se passait des choses dans sa petite tête et que ça lui donnait une fenêtre sur quelque chose, quoi. Il s'ennuyait pas. Donc ça, c'était chouette. Il continue, non? Tu sais pas? Si, je lui en mets parfois. En voiture, je lui mets des histoires. Et encore une histoire. Maintenant, il a bientôt 3 ans. Mais il aime bien. Ouais, ça, j'avoue que je m'en sers pas mal en voiture. La musique, ça marche bien. La playlist qu'on a faite pour lui. Mais les histoires pour enfants, même si elles sont pas toutes d'un niveau égal, c'est un peu un reproche ça c'est une idée, tiens, peut-être de faire un podcast pour petits, mais il y en a beaucoup évidemment, mais en tout cas c'est une super solution, je trouve aussi, pour stimuler un petit sans forcément l'abrutir avec toujours les mêmes comptines ou musique. Alors on revient à ta journée. Oui, pardon. Mais moi, ça commence un peu comme Julie. Je suis un peu accro à France Info le matin. J'ai ma demi-heure où j'entends 3 fois les mêmes infos, pratiquement. Sur quoi France Info, mais principalement. Sur mon téléphone, que je trimballe avec moi en haut-parleur, pareil. Et c'est un peu... oui, c'est un peu obligé, quoi, le matin. Je sais pas, ça me connecte un peu au monde aussi, parce que comme je travaille depuis chez moi, si je fais pas l'effort un peu de voir ce qui se passe dehors, je vais pas boire un café le matin chez moi. C'est un village, il y a 500 habitants, il y a pas de café, il y a rien, donc je suis pas trop. Puis mon petit est pas encore à l'école, donc pour avoir cette fenêtre sur le monde, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et après, un peu comme je lis aussi, mon temps, il est pris autrement. Et puis moi qui suis musicienne, c'est vrai que je passe pas mal de mon temps de ma journée soit avec de la musique dans les oreilles, mais pour le travail. Oui, mais alors ça fait partie de ta journée. Oui, ça fait partie de ma journée, bien sûr. Oui. Et parfois, c'est pareil, toi, enfin, tu montes aussi des productions audiovisuelles, donc tu as aussi ça dans ta journée. Bah, c'est ça, ouais. Et puis après, quand je suis en phase d'enquête et de préparation de mes sujets, je passe beaucoup de temps au téléphone aussi. Donc, oui, alors ça, c'est une autre sorte d'audio. Bah oui, donc c'est pour ça que mes oreilles sont occupées, quoi. Ouais. On en revient donc après. Ouais, il y a pas mal de matins aussi où au petit-déj, on se met de la musique un peu pour se mettre en route tous les 3, Jean-Carl, notre petit et moi, où on se met pour le petit-déj, on se met soit un bon vieux Brassens, on se fait un quart d'heure de Brassens ou Bob Marley, ou ça met en route, ça met dans une couleur pour la journée en fait. D'accord. C'est assez chouette. Et puis parfois aussi en fin de journée, le soir, après Peppa Pig évidemment. Mais voilà, oui, non, c'est à peu près ça. D'accord, et le soir, pas de musique? Le soir, j'essaie de lire donc silence. le plus possible. J'ai des périodes Netflix et j'ai des périodes lecture. Très bien. Mon matos auditeur maintenant, c'est quoi votre top hardware? C'est-à-dire l'objet physique qui vous sert pour l'audio, hein, encore une fois, dans votre environnement audio. Donc, c'est quoi? C'est le téléphone? En tant qu'auditeur, du coup. En tant qu'auditeur, oui, tout à fait.
Eh ben, moi, c'est principalement mon téléphone. C'est quoi? C'est un catastrophe. iPhone? C'est un iPhone, mais c'est vrai que parce qu'on trimballe partout et C'est notre doudou d'adulte. ouais, voilà. Et Pas mal, ça. mais j'ai pour projet de m'équiper, voilà, parce qu'on vient de déménager et donc je veux me rééquiper avec vraiment des belles enceintes et un vrai. Mais en fait, c'est compliqué maintenant de choisir parce qu'on se dit est-ce qu'il faut prendre un truc qui lit. Je devrais pas dire ça devant Émilie, Pourquoi? mais parce Est-ce que qu'il faut prendre un truc qui lit les CD? oui. Ah non, mais t'inquiète pas, Tu nous, on vois n'en a même pas à la maison de Ah. lecteur CD. Hein. Non, non, vraiment. Non, on écoute la musique sur principalement Spotify Ouais. en Bluetooth sur le système Bah voilà. de son ou des vinyles. Voilà. Ouais. Mais les CD, Mhm. j'avoue que on les balance pas parce que ça nous fait mal au cœur, Mhm. mais ils sont là, mais c'est des vestiges du passé presque. Donc, tu écoutes sur ton iPhone? Toi aussi, Émilie, sur ton iPhone? Oui, tu as dit tout à l'heure sur l'iPhone. Mais vous avez quand même autre chose pour écouter? Oui, on est connecté. C'est quoi, Nos téléphones sont connectés au Bluetooth de la chaîne Hi-Fi dans le salon. Tu sais ce que c'est? C'est un vieil ampli des années 80 qui était à Jean-Carl et qui est super, qui marche très bien. Et que vous connectez en filaire ou alors? Non, c'est En un Bluetooth? tout petit boîtier. Tu m'expliques comment ça marche parce que je suis en plein dans ces questions. ouais, pour choisir, maintenant c'est un peu compliqué. Ça, c'est un tout petit boîtier, ça vaut 30 €. T'achètes Mm. ça n'importe où et ça, Ok. ça te permet que t'as même une chaîne Hi-Fi des années 80, tu plugs avec un mini jack derrière, ce tout petit, c'est un tout petit appareil, c'est carré, ça doit faire 4 cm par 4. Et t'appuies dessus, ça active le Bluetooth, tu connectes n'importe quel téléphone dessus et tu peux écouter ta radio, ta musique, tout ce que tu veux. Et le son est beaucoup mieux qu'une enceinte Du coup, c'est sur les vraies enceintes du salon. Bah, ouais. Ah oui, tu parles des petits Bose et Non, compagnie. mais ouais. parce que tu as même des enceintes connectées. Ouais. connectées. Oui, bien sûr. Là, Ça, en fait, vous avez... nous, c'est parce que c'est notre matériel qui est ancien et il n'y a pas cette fonctionnalité qu'on a acheté cet adaptateur. adaptateur. C'est pas quoi. la même qualité audio. Oh, je pense que les nouvelles enceintes sont géniales. Hein. Il y a des puristes. Non, mais ça se trouve, c'est une très bonne enceinte. Et puis, les enceintes... Après, le Bluetooth a une bonne qualité. Si c'est du Bluetooth, je suppose que vous avez quand même un très bon son sur ça. Oui. Après, c'est aussi pas mal une question de la forme de ta pièce, où est-ce que tu places les enceintes. Ah oui, là, on rentre dans le... Non, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est sûr qu'il vaut mieux pas coller ces deux enceintes, par exemple. Il vaut mieux les... Enfin, je crois. Top appli pour écouter de l'audio, de la musique. C'est quoi votre top appli? Pour la musique Spotify. Oui, pareil. Tu l'as dit. Pareil. Pareil. C'est quoi, vous avez beaucoup de playlists sur Spotify que vous écoutez ou J'ai pas tant de playlists que ça, j'en ai quelques-unes, mais non, ça me sert beaucoup dans mon travail aussi, moi, pour écouter ce que font les autres, pour aller investiguer, pour m'inspirer. Donc voilà, c'est principalement Spotify. Et top appli podcast? Les podcasts, c'est aussi sur Spotify? Alors, non, moi, donc, j'aime bien utiliser Apple Podcast pour le côté recommandation. J'aime bien la présentation et les mises en avant qu'ils peuvent faire. Ils ont mis en avant Nude aussi, d'ailleurs. Mais je trouve que ça manque un peu de fluidité. Et je ne sais pas pourquoi, souvent, quand j'ai un podcast que je mets en pause pour l'écouter plus tard, quand je rouvre mon appli, il est plus... là où je l'avais laissé. Et... C'est énervant, ça. C'est très énervant. Sur Non, je sais pas si c'est Spotify normal. aussi, d'ailleurs. Ça... J'utilise pas Spotify pour les podcasts, mais du coup, j'aime bien utiliser maintenant Castbox, qui, que je trouve marche bien pour ça. Et je m'y retrouve plus aussi dans les podcasts que j'enregistre. Et ils restent toujours au même endroit quand je les mets en pause pour les réécouter plus tard. Voilà mon petit truc. Top appli, Spotify, podcast. Non, alors pour Spotify. pour les podcasts, non, parfois j'écoute sur Spotify. Ça dépend du réseau que j'ai en fait parfois aussi, parce que encore une fois c'est la campagne chez moi, donc ça dépend. Mais j'ai une application, je sais pas, je crois qu'elle était là déjà sur mon téléphone, qui s'appelle Podcast, ça se peut. Ouais. C'est Apple Podcast. Sur un Attends, iPhone, ouais, c'est je sais plus. Podcast. Un truc, Ça s'appelle c'est Podcast. rose ou Ça Violet, s'appelle Podcast. oui. et je trouve Ouais. que c'est pas du tout naturel en fait comme utilisation, surtout sur mon téléphone. Il faut toujours que je scrolle à l'infini pour descendre au tout premier numéro. Par exemple, si on reprend Transfert, il y a des centaines d'épisodes, et moi qui ai voulu
pour n'en rater aucun, commencer par le premier et les faire dans l'ordre, à chaque fois je suis obligée de descendre tout en bas, de tout scroller, ça me remet jamais au même endroit. Et j'avoue que c'est pas du tout intuitif. Non, mais tout le monde est Je m'y unanime, hein. perds. Je m'y perds, ça me propose des trucs dont j'ai pas envie. Quand je veux aller sur un épisode, en fait, je me rends compte que ça me balance sur toute la série. Enfin, franchement, c'est peut-être pour ça que je vais sur Spotify finalement. Et c'est beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment fou, pas la quand bonne même. appli pour le podcast. Alors ils ont fait un peu évoluer là récemment, mais on n'y est pas encore. Plutôt AirPod ou casque? Moi, c'est les AirPods, c'est les sans Tout ce que tu fil. mets dans les oreilles. Ah, moi, j'aime pas. Moi, je suis écouteur. Casque, donc. Ou écouteur classique? Écouteur classique. Sans filaire. Filaire, ouais. D'accord. Oui, moi aussi. Filaire. Ouais. Enfin, c'est pas tellement un choix, c'est comme ça parce que j'ai pas encore. Enfin, j'ai un vieil iPhone et j'ai mon vieux casque qui va avec mon vieil iPhone. Je pense que c'est pour ça. Le top matos production maintenant. Alors peut-être moins pour Émilie que pour Julie. Le top micro. Est-ce que tu en as d'ailleurs un top micro? En fait, comme je disais, moi j'ai gardé mes micros chants. Mais tu sais ce que c'est comme Oui, micro? donc j'ai un Sennheiser, je crois que c'est E935. Mhm. Et un SM58, donc le Sennheiser c'est à peu près l'équivalent du SM58. Et en fait, c'est des bons basiques. Et voilà, après donc il y a le zoom. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de. Donc tu as de deux plus micros différents. Quand tu faisais l'interview avec Émilie, par exemple, tu avais un micro pour... ou Alors c'était le même micro effectivement, pour... comme j'ai que 2 micros et que je peux brancher que 2 micros sur mon Zoom, et bien du coup vous aviez un micro chacun et moi j'avais pas de micro. Alors que d'habitude j'ai un micro et mon invité a un micro aussi. Donc voilà, donc on m'entend un peu moins que d'habitude, mais c'est pas très grave parce que moi je coupe quasiment toutes mes questions. Donc il n'y a pas de différence entre les deux micros, tu as réussi à bien mixer tout ça? Il me semble que là-dessus, Alice a dû faire un gros travail parce que en plus, je pense que je vous avais pas mis sur 2 pistes différentes. Ah oui. Donc ça, c'était un peu une bêtise. Du coup, il y avait beaucoup de boulot de mixage, quoi. Voilà un bon conseil. Un casque préféré? C'est celui qu'on a sur les oreilles pour travailler. Voilà. On va le dire, la marque. C'est Bayer, c'est ça? Bayer Dynamic. Ouais. Donc tu connais pas le numéro? Non, celui-là aussi date de l'époque où j'ai commencé à faire de la musique. Et donc, mon partenaire de crime, Pascal, m'avait dit qu'il fallait acheter ça parce que ça restituait fidèlement la musique, voilà, avec neutralité. Mais donc, c'est un ancien modèle, je sais pas lequel. Ouais. C'est Bayer Dynamic. Top micro, parce que alors là, c'est plus peut-être dans le champ. Il y a des micros, toi, que tu t'y connais en technique ou pas? Nous, on a un studio à la maison. Alors, le studio qu'on a vraiment pro, c'est un micro, un super micro de chant. Oui, c'est un Neumann. C'est un super micro, je sais plus lequel c'est exactement. TCL, je sais plus combien. Extrêmement chaud, qui va bien avec ma voix parce que c'est quand même principalement ma voix qu'on enregistre, même si on produit pour d'autres artistes aussi. Et donc ça, c'est dans la cabine de prise de voix. C'est Jean-Carl qui gère les prises. Moi, je me fais mes petits réglages en cabine, mais lui, il gère les réglages de l'enregistrement. Et après, moi, dans mon espace de travail, quand je travaille seule, j'ai mon ordinateur avec mon logiciel Logic et j'ai un petit micro USB qui est super. Vas-y. C'est le... attends, ça va me revenir. Je vais te dire une bêtise, je me souviens plus. On le notera. Ouais, je te le redirai, mais c'est super quand on n'est pas forcément hyper technique. Et moi, ça me sert quand je compose, quand j'enregistre des maquettes. Ça me donne une indépendance. Il n'y a pas de carte son, c'est intégré au micro. Tu as juste ton volume, tu règles ta voix, ce que tu reçois, ce que tu envoies. Sur le micro directement. C'est quoi déjà? Il est récent ou? C'est le deuxième que j'achète. C'est le même modèle que j'ai acheté 2 fois parce que je l'ai fait tomber une première. Mais je peux retrouver ça. Oui. Enfin, en tout cas, c'est hyper bien. Il y a même eu des prises def avec ce micro-là. Donc, ça vaut dans les 200 €. C'est super. Voilà. Ça veut dire que vous produisez tout, en fait, vous-même? Oui.
Pas de personne externe. Vous êtes totalement autonome sur toutes vos productions de chansons. Oui, on a un label. Vous. Non, on est dans un label, mais si tu veux, qui nous produit au sens financier. Ouais. Mais on enregistre tout, on produit tout au sens produceur à la maison, dans notre studio. Génial. T'as déjà participé à un enregistrement, Julie? Un enregistrement de chansons? Si j'ai déjà assisté. Assisté, ouais. Je sais plus. Non, je crois pas. Pense Non. pas. Non. Vous faites toujours ça entre vous? Non, mais c'est... On travaille pas quand les copains viennent à la maison, en fait, tout simplement. C'est vrai? Bon, d'accord. Ouais. Un logiciel pour monter? Audacity. C'est Audacity, voilà, je sais pas, c'est hyper basique, mais j'ai pas trouvé mieux. Ok. Pour moi, pour ma façon de bosser. Et vous, bon, toi tu l'as dit, pour le montage, c'est C'est Logic. Logic. Ou Ableton aussi, ça dépend. Mais top hébergeur? Acast? Ah bah, Acast. T'as jamais regardé autre chose? Non, parce qu'en fait, je suis très amie avec Cédric, qui est monsieur Acast. Et du coup, j'avais pas trop le choix, en fait. Voilà. il t'en aurait voulu un peu, quoi. Non, mais en plus, je connaissais pas, en fait. Tu connaissais rien. J'y connaissais rien. Et du coup, j'ai été là chez Acast parce que je connaissais. Et ça me convient très bien. Donc, j'ai pas cherché autre chose. Top plateforme d'écoute? Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure sur quoi vous écoutez les podcasts. Donc là, c'est Apple Podcast ou Castbox. au Castbox. Et toi, Apple ou Spotify. Apple ou Spotify. Une reco podcast, peut-être plus pour Julie, même si peut-être que tu en écoutes quand même. Et avant de terminer cet entretien, une reco podcast qu'on peut encore écouter dans 20 ans, Julie? Ah, dans 20 ans. Mais je pense que tous les podcasts, on peut les réécouter dans 20 ans. Je pense qu'ils seront datés. Quel podcast est intemporel, c'est ça? Ouais, un podcast auquel tu penses, tu dis dans 20 ans, on l'écoutera encore. Bah, je vais citer mon podcast préféré, qui n'est pas un podcast natif. C'est Les Pieds sur Terre. Bon, pareil, c'est pas très original, mais je pense que c'est un incontournable et ça donnera une bonne vision du monde d'aujourd'hui dans 20 ans. Très bien. Émilie, je sais pas si tu vois, tu as... Si, mais alors il faudrait que je mette sur pause parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. T'as un podcast dont tu... De France Culture, je crois. Attends, c'est pareil, c'est des histoires un podcast de société, des histoires de vie. C'est Les Pieds sur Terre, à Ah, mon oui. avis. Ah bah, ça doit être Les Pieds sur Terre aussi. Oui, c'est extraordinaire. Bah oui, parce c'est ça. que t'aimes bien les podcasts narratifs, d'après Bah ce que voilà, tu dis, qui donc, racontent des histoires qui sont... Chaque histoire est un film en soi, ouais. J'ai énormément écouté pendant les travaux chez nous. C'était ma bulle. J'ai pleuré même à certains épisodes. Ouais. C'est fort quand même, hein, ce que ça peut provoquer. Ouais, je sais. Et on vous invite à écouter ce magnifique podcast de Nude. Et puis toutes les autres épisodes de Nude sont à écouter et à découvrir.